I've seen things you people wouldn't believe. Vous écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan. Bonjour à tous. S'il y a bien un film que j'aurais aimé découvrir en salle à l'époque de sa sortie, c'est bien Jurassic Park. Malheureusement, je n'avais qu'un an à l'époque. Il faut imaginer, ou se souvenir pour certains, du choc que cela a dû être de découvrir ces créatures sur grand écran. Non seulement on contemplait pour la première fois des dinosaures représentés de façon hyper réaliste, mais également des images de synthèse spectaculaires. Si elles peuvent nous paraître banales aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'elles étaient véritablement révolutionnaires à l'époque. On comprend donc facilement pourquoi il devint, en 1993, le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Son réalisateur, Steven Spielberg, explosait alors le record du box-office qu'il avait lui-même établi en 1983 avec E.T. l'extraterrestre. Alors prenez votre ticket et suivez-nous à bord de l'hélicoptère, direction Jurassic Park. Vous avez un T-Rex ? Vous dites que vous avez un T-Rex ? Redites ça. Oui, nous avons un T-Rex. Oh. Mets ta tête entre les genoux. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Jurassic Park n'est plus un film à présenter, mais voici tout de même un petit rappel. Le film nous présente le projet fou du milliardaire John Hammond qui a réussi à recréer des dinosaures grâce à de l'extrait de l'ADN de l'une de ces créatures qui avait été conservé dans un moustique fossilisé dans de la sève depuis des milliards d'années. Il a ensuite édifié un gigantesque parc sur une île au large du Costa Rica afin d'en faire un lieu touristique dans lequel les gens pourraient venir contempler ces animaux mythiques. Afin de faire valider son fabuleux projet par ses actionnaires, il invite des paléontologues, les professeurs Grant et Sattler, pour qu'ils apportent leur caution scientifique, ainsi que le truculent mathématicien Ian Malcolm, qui, vous le verrez, nous accompagnera tout au long de cette émission. Mais malheureusement pour Hammond, l'un de ses employés ruinera ses rêves en sabotant la sécurité du parc, ce qui entraînera la libération des dinosaures, qui s'en prendront alors aux malheureux invités. Ils devront échapper à la fureur du T-Rex et à la férocité des vélociraptors. Depuis la nuit des temps, l'homme a fouillé la terre à la recherche de son passé. Mais tandis que certains cherchaient à résoudre le mystère, un homme a trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Je possède une île au large du Costa Rica et j'ai consacré les 5 dernières années à créer une réserve biologique. Ici, sur cette île privée, la science a défié l'évolution. Où trouve-t-on le sang de dinosaures qui vivaient il y a 100 millions d'années ? La génétique a maîtrisé la création. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de toute la planète. Une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs à thème ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des Caraïbes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Tu es sûr qu'ils ne pourront pas sortir ? Oui. Sauf s'ils découvrent comment on ouvre les portes. Le parc Jurassique. Jurassic Park est d'abord le premier film de dinosaures moderne, car il recherche avant tout le réalisme et la crédibilité, ce dont ne s'embarrassaient pas les productions qui l'ont précédé, car l'enjeu des films de dinosaures est de les confronter à l'homme, alors même que ces deux espèces n'ont jamais cohabité. Avant Jurassic Park, il y avait deux options pour le justifier. Soit on les traitait comme des monstres fantastiques, du type King Kong et Godzilla, soit ils étaient présentés comme des créatures préhistoriques, mais il fallait dans ce cas replacer les hommes dans ce contexte ancien, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. C'est l'écrivain Michael Crichton qui finit par trouver la solution en imaginant le processus scientifique permettant la résurrection des dinosaures à l'époque moderne.
Cela lui demandera d'ailleurs 10 ans de travail et des recherches scientifiques. Crichton a également eu la bonne idée du parc d'attractions qui justifie l'exposition des dinosaures au public. Une idée brillante puisqu'elle renforce le réalisme du concept en justifiant son entreprise. Car un projet aussi cher et farfelu ne pourrait être mis en œuvre qu'à condition de pouvoir être rentabilisé. Et quel meilleur moyen pour cela que de concevoir un immense zoo pour dinosaures. Toutefois, le film diffère du livre sur de nombreux points. C'est ce que vous allez voir avec mon partenaire Ray Lamage, qui est critique pour le site internet Abus de Ciné. Merci David. En effet, le Jurassic Park de Steven Spielberg prend clairement le large par rapport au roman de Michael Crichton, en se réappropriant totalement les thématiques et l'histoire. Il faut savoir qu'au final, le film ressemble assez peu au roman, seul le concept original ayant été gardé. L'histoire diverge assez radicalement entre les deux et les personnages, bien qu'étant les mêmes, voient leur personnalité changer du tout au tout. L'exemple le plus marquant étant celui de John Hammond, passant d'un homme d'affaires sans scrupules, froid et manipulateur qui finira dévoré par sa propre création, à un milliardaire excentrique mais profondément optimiste et bienveillant qui s'échappera de l'île. Tout le climax du film est également bien différent, puisque dans le livre, il se déroule dans un volcan en éruption avec l'intervention de l'armée. Deux idées qui seront reprises dans les suites les plus récentes, tout comme les séquences de la rivière et de la voilerie du troisième opus, déjà présentes dans le roman de Crichton. Enfin, les thématiques elles-mêmes changent et évoluent, car si le roman se concentre surtout sur la théorie du chaos si chère à Ian Malcolm, le film, lui, s'attarde aussi sur d'autres thématiques en filigrane durant tout le film, comme nous le verrons un peu plus tard. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh! L'année 93 fut, pour Spielberg, celle d'un double exploit, puisqu'il réalisa de façon quasi simultanée deux chefs-d'œuvre aux antipodes, Jurassic Park et La Liste de Schindler. S'il était réellement fasciné par les dinosaures et très heureux d'adapter Jurassic, il n'a jamais caché le fait qu'il s'agissait aussi et surtout d'une condition pour faire financer au studio Universal son film sur la Shoah, qui lui était beaucoup plus personnel. Mais malgré la proximité chronologique de ces deux œuvres, les dinos du parc Jurassic ont moins en commun avec les nazis de la liste qu'avec les autres monstres de Spielberg. Jurassic Park appartient plutôt à sa quadrilogie de monstres traqueurs d'hommes qui débute en 71 avec Duel et son camion fou qui ressemble à un monstre de métal. Elle se poursuit ensuite en 75 avec les Dents de la Mer. Et d'ailleurs la scène d'ouverture de Jurassic, durant laquelle on entreaperçoit un raptor qui dévore un agent du parc, fait directement écho à l'ouverture de Jaws avec son adolescente emportée par un requin invisible au milieu de la nuit. Le réalisateur a d'ailleurs déclaré, et je cite, « Avec Jurassic Park, j'ai simplement voulu tourner une bonne suite des Dents de la Mer sur la terre ferme ». On peut ensuite retrouver cette thématique en 2005 avec La Guerre des Mondes qui présente avec les tripodes de nouveaux monstres métalliques semant le chaos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Autant de films qui ont également en commun de reposer en grande partie sur leurs effets spéciaux. Et en la matière, le moins que l'on puisse dire, c'est que Jurassic Park n'a pas démérité. Il a tout d'abord bénéficié des animatroniques réalisés en grandeur nature par le studio de Stan Winston, qui avait créé quelques années auparavant le Terminator puis la Reine Alien de James Cameron. Ces robots, qui ont nécessité plus d'1 an de préparation, ont été utilisés pour filmer les plans rapprochés. En ce qui concerne les plans larges, c'est-à-dire ceux pour lesquels on voit les dinosaures dans leur entièreté, et donc pour lesquels on ne peut pas tricher, on fit d'abord appel au grand Phil Tippett, qui avait développé des techniques pour améliorer le rendu de la stop motion, qui permet d'animer des figurines image par image. C'est cette technique qui devait, à l'origine, être utilisée pour faire bouger les dinosaures. Mais pendant qu'ils mettaient en place ces installations, les petits génies de la société d'effets spéciaux de George Lucas, ILM, testaient de leur côté les images de synthèse générées par ordinateur. À cette époque, cette technologie n'avait fait ses preuves que sur Abyss et Terminator 2, encore deux films de James Cameron. Et malgré le scepticisme général, les techniciens finirent par présenter les résultats de leurs expérimentations à Spielberg, qui, très impressionné, décida alors d'opter pour leur technologie, abandonnant ainsi les techniques artisanales du pauvre Tippett, laissées sur la touche. Le film fut donc le témoin historique de la grande transition entre les effets spéciaux traditionnels et modernes à la fin du XXe siècle. Que notre métier est fini? Vous voulez dire éteint? Comme on le disait plus tôt, non content de livrer un excellent blockbuster très bien mené en tant que tel, Spielberg y distille quelques sous-textes et thématiques de manière subtile, autant dans la narration que dans sa mise en scène. La plus criante d'entre elles est bien évidemment tout le discours sur la science et ses possibles retombées, déjà bien présentes dans le roman de Crichton. Ici, le propos est traité de manière très intelligente, car au lieu de ne prendre qu'un seul parti pour ou contre la manipulation génétique, le film, à travers la position de ses personnages, nous présente les deux aspects. Si la séquence la plus parlante est celle du déjeuner où chaque personnage donne son avis sur le parc, Spielberg utilise aussi des procédés plus subtils.
En dehors d'un gros plan d'une photo d'Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique, il existe tout un travail de la symbolique des costumes portés par John Hammond et Ian Malcolm. Le premier, porte-étendard de la vision optimiste de la science et du progrès, est habillé tout de blanc, alors que le second, nettement plus pessimiste et adepte de la théorie du chaos, est tout de noir vêtu, soulignant ainsi visuellement les deux facettes de la science. En parlant de la théorie de Ian Malcolm, il existe une autre scène sur laquelle il serait intéressant de se pencher, c'est l'arrivée en hélicoptère. Lors de l'atterrissage, le professeur Grant n'arrive pas à attacher sa ceinture et finit tout simplement par faire un nœud avec. Ce petit élément, assez anecdotique en soi, est en fait annonciateur du reste du film, puisque si on est attentif, on remarque que Grant ne peut pas clipser sa ceinture car les deux embouts sont des embouts femelles, tout comme les dinosaures du parc sont toutes des femelles. Or, il arrive in fine à s'attacher en faisant un nœud, tout comme les dinosaures du parc arrivent in fine à se reproduire entre elles à cause d'une astuce génétique. Ce dysfonctionnement dans l'hélico est aussi annonciateur de celui du parc. Spielberg utilise ici un procédé de mise en scène appelé le foreshadowing, qui consiste à créer une symbolique prémonitoire à partir d'un élément peu important. Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. On essaie. Autre thématique abordée par le film, plus en sous-texte, c'est tout le côté méta et le discours sur l'industrie hollywoodienne et du divertissement en général. Durant tout le long métrage, Spielberg et ses scénaristes s'amusent à brouiller les pistes entre Jurassic Park, le parc, et Jurassic Park, le film. Cela se voit bien évidemment par les produits dérivés du parc qui sont aussi les produits dérivés du film, mais Spielberg accentue aussi cette idée dans sa mise en scène avec la présence régulière de projecteurs à l'image, rappelant ceux des salles de cinéma, ou même encore avec toute la séquence où les personnages découvrent la technologie du parc via un dessin animé projeté sur grand écran. On peut aussi voir une autre mise en abîme avec les ingénieurs d'InGen travaillant à rendre les dinosaures réels grâce à la génétique et les ingénieurs d'ILM travaillant à rendre les dinosaures réels grâce aux images de synthèse. Cela passe par la représentation des personnages aussi, puisque Grant, Sattler et les enfants représentent le public type, Ian Malcolm, le critique de cinéma acerbe, Gennaro, l'avocat dévoré par le T-Rex sur les toilettes, représente lui les exécutifs du studio ne pensant qu'au rendement du parc, et John Hammond est lui le reflet de Spielberg lui-même, voulant absolument que les spectateurs voient des dinosaures à l'écran et pas de simples trucages. Mais avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. Qui trouve sa réussite dans son mérite. Enfin, un sous-texte féministe peut également être décelé. Après tout, rappelons que le film raconte comment une population exclusivement féminine s'échappe des enclos où elles avaient été enfermées par un groupe de scientifiques masculins et les dévore. On voit aussi que les rôles et les personnalités des enfants, Lex et Tim, sont complètement inversés dans le film par rapport au roman. Dans le film, c'est bien Lex, la fille aînée, qui est geek et qui sauve la mise des survivants plus d'une fois, là où Tim se cantonne plus à la fonction de demoiselle en détresse. Mais c'est dans le travail des costumes de Grant et Sattler que cela est le plus intéressant. Leur tenue évoluant en même temps qu'eux, en adoptant un code couleur bien répandu, le bleu pour la masculinité et le rouge pour la féminité. À mesure que les problèmes se cumulent dans le parc, Ellie Sattler, qui va révéler tout son potentiel héroïque en allant restaurer le courant, va faire tomber sa blouse rouge pour arborer un débardeur bleu, là où, en parallèle, Alan Grant, qui débute le film en bleu, voit sa chemise se recouvrir d'une teinte rougeâtre avec la boue et la terre au fur et à mesure qu'il accepte sa paternité à travers Tim et Alex, dont il devient une sorte de mère-poule. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme. La femme hérite de la terre. Au-delà de toutes ces réflexions, nous sommes avant tout des enfants devant ce film, émerveillés comme le professeur Grant et le professeur Sattler lorsqu'ils découvrent le premier brachiosaure. Nous aussi, nous voulons voir des dinosaures en vrai, et peu importe toutes les catastrophes qui arrivent au cours du film, peu importe la terreur que nous inspirent le T-Rex et les vélociraptors, à la fin, nous voulons tout de même les voir, nous aussi. Et qui sait si cela ne sera pas un jour possible. Merci d'avoir écouté cette 5e émission de Parlons Travelling et Gros Plans. Je vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre, à 7h30, 8h30 et 12h30 sur Radio B ou en podcast sur le site internet de l'émission. À bientôt. Professeur Grant,
S'il y a bien une personne ici qui peut apprécier ce que j'essaie de faire, c'est bien vous. Le monde a changé si radicalement et nous courons tous pour le rattraper. Je ne voudrais pas tirer de conclusions hâtives, mais le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ?